Bienvenue à La Santé au-delà des mots. Un rendez-vous avec des gens passionnés du réseau de la santé. Jean-Pierre Gagné, lui-même médecin, vous fera partager sa passion pour le domaine et vous fera découvrir une foule d'invités et d'acteurs clés du réseau. Voici votre animateur, le docteur Jean-Pierre Gagné. Bonne écoute. Je tiens à remercier les partenaires suivants pour leur support au balado La Santé au-delà des mots. Beauchamp-Beaulieu des Sureaux-Toupin, groupe conseil associé à la financière Banque nationale gestion de patrimoine, Rempart Neurophysiologie, Medix, le groupe TIGE et Eurofin Environex. Je reçois M. Marc-André Parent, ingénieur dans la région de Sherbrooke. Marc-André est né avec une dysplasie arythmogène ventriculaire droite. Mon invité me raconte les étapes de son parcours, ses études, sa vie familiale, la maladie et la greffe cardiaque. Il décrit ce moment décisif, sa convalescence et le retour à une vie normale. Marc-André évoque également son engagement pour le don d'organes et la maison Linacir, qui héberge les greffés et leurs familles depuis 1994. L'organisme a ainsi hébergé plus de 43 000 personnes depuis son ouverture. Le défi vélo de la Maison des greffés Linacir est l'activité phare de l'organisme et aura lieu cette année les 11 et 12 juillet. Marc-André nous présente l'événement en détail. Ce podcast offre une vue inspirante et émouvante sur la vie après une greffe cardiaque et met en lumière les efforts continus pour soutenir le don d'organes. Bonne écoute! Marc-André, bon après-midi. Bon après-midi. Ça va bien? Ça va très bien, merci. Merci d'avoir accepté l'invitation donc, au balado La Santé au-delà des mots. Donc, pour parler d'une belle cause, oui. Parler d'une condition quand même importante qui est la situation de la greffe au Québec. Puis oui. De tout ce que ça entoure, là, pour avoir fait quelques émissions. Puis j'avais été un peu aussi sensibilisé à ces enjeux-là durant la pandémie. Mm-hmm. C'est un des programmes qui a été menacé. Toi, tu as été greffé en 2021. Oui. Tu es tombé dans la mauvaise période. Tu vas sûrement pouvoir nous en parler tantôt. Ouais. Et on est ici également pour parler de la maison Linacir. Exact. Donc, la maison des greffés Linacir, dont tu vas me parler tout à l'heure, donc, qui a une longue histoire là, d'aide aux greffés. Oui, greffés, leur famille, leurs proches. Leur famille, avant et après la greffe. Donc, exact. Excellent. Mais avant de parler de la maison Linacir, on va parler de toi, dans le fond, ça fait partie du concept. Oui. Donc, ingénieur, exact. Tu habites dans un petit village inconnu au Québec. Oui, donc, raconte-moi un peu ta carrière, tes études, puis... Parfait. Moi, dans le fond, j'ai une technique en génie mécanique. Mm-hmm. C'est drôle parce que moi, j'ai commencé, je voulais être comme tous les petits gars pompiers, policiers, peu importe. Okay, puis, j'ai eu un changement de vie quand j'avais 14 ans, pour en parler un peu plus loin, mais c'est là que la maladie s'est manifestée, puis j'ai dû me réorienter. OK, quand même. Ouais, donc en 2007.
Donc, tout ça m'a mené vers une technique en génie mécanique que j'ai adoré. C'est drôle parce que ma mère est technicienne en génie civil, mon père mécanicien automobile de profession. Donc là, on dirait que j'ai fait un mix des deux. Tu sais. Puis, suite à ça, j'ai continué en fait au baccalauréat à l'Université de Sherbrooke pour devenir ingénieur. Donc là, je travaille, ça fait déjà 7 ans chez EXP, firme de génie conseil à Sherbrooke, qui est partout au Québec. Qu'est-ce que vous faites? On fait toutes les sphères du génie, en fait. Moi, je suis en mécanique industrielle, donc je fais l'intégration de procédés industriels dans des bâtiments. Avec toutes sortes d'usines. Ça peut être des papetières, ça peut être des minières, aciéries, peu importe. Là. OK. Puis tu habites dans un petit village que tu m'as nommé tout à l'heure que je ne connais pas, et pourtant, je connais un peu la région. Oui, Lingwick, 400 habitants. Je me suis parti d'une maison-là il y a 2 ans. OK. As-tu comme objectif de devenir maire de Lingwick ou... Si vous saviez le contexte actuel, c'est incroyable. Ah oui? On n'a plus de maire, plus de conseiller. Bref, c'est un autre. Ah oui? Oui, on est en reconstruction. Tu vois, je viens peut-être d'ouvrir une boîte. OK, excellent. Puis, le travail d'ingénieur, tu travailles à la maison, tu travailles un peu sur place? Oui, mais je suis beaucoup sur place à Sherbrooke. On a des magnifiques nouveaux bureaux sur la rue Wellington. Donc, je dirais 4 jours semaine. Sinon, je suis souvent sur des chantiers ou à la maison. Puis tu me disais que tu avais 2 enfants. Oui. Puis dis-moi, les enfants vont à l'école, ça a l'air peut paraître simple, mais les enfants vont où à l'école quand on habite dans un petit village à 40 minutes de... Oui, l'école la plus proche, ce serait Whedon. Je ne suis pas rendu là encore. Mon plus vieux, il y a 4 ans. Puis mon plus jeune, a 8 mois. Là. OK, excellent. C'est bon, mais écoute. Puis là, tu me parlais, tu es tombé malade très jeune, donc les premiers symptômes. Oui, mais en fait, très jeune, tout allait bien jusqu'à l'âge de 14 ans. Moi, à l'âge de 14 ans, j'ai eu quelques épisodes d'arythmie ventriculaire. Donc, qui sortaient de nulle part. Moi, j'étais très sportif. Mon gros sport, c'était le hockey. J'ai des camps d'entraînement à l'été. Je jouais au baseball, je jouais à la crosse. J'ai tous les sports possibles, le soccer, peu importe. Donc, très, très sportif. C'est justement quand j'ai commencé à vouloir être un peu plus en compétition, dans le sens qu'il y avait des camps d'entraînement plus longs pour le hockey qui se prenait plus de place. Fait que j'avais des entraînements hors de glace, des entraînements sur glace, tout ça. Puis là, j'ai commencé à avoir des petites tempêtes arythmiques. La première fois, ça a comme passé. La deuxième, je me suis rendu à l'hôpital. Puis là, ils m'ont dit, mais jamais ça revient. Regarde ça, mais un jeune de 14 ans qui rentre à l'hôpital, il a comme pas pris ça au sérieux. Et toi, tu le sentais? Tu sentais des palpitations, comme on dit? Exact, palpitations. Puis je l'ai su la 3e fois, en fait. J'y étais. Puis toutes les fois, la première fois, c'était une pratique de hockey. La deuxième fois, c'était Ultimate Frisbee. La dernière fois, ça, c'était à l'école. Puis je me suis rendu à l'hôpital. Puis ils ont mis le moniteur. Puis ils n'étaient pas capables de voir ma pression, pas capables de voir mon pouls. Finalement, c'était à 240. Puis ça faisait une bonne heure. Ça, c'était de la tachycardie ventriculaire, probablement. Donc, tout ça a amené à un branle-bas de combat. J'ai été au Children's Hospital de Montréal, faire des IRM et tout ça. Puis 2 semaines plus tard, le diagnostic est tombé. C'est dysplasie arythmogénique ventriculaire, en fait. Maladie plutôt rare, j'imagine? Oui, maladie plutôt rare. J'ai eu le jackpot. Mais en gros, c'est ça. Ça serait une condition génétique, en fait. Ça serait mon père, du côté de mon père, mais c'est dans le fond, on a une chance sur 2 de le transmettre à nos enfants. Puis après ça, il y a 30% de pénétrance. C'est-à-dire, mon père, il a le même gène que moi, la même mutation. Mais dans le fond, c'est une chance sur 3 de développer des symptômes allant de arythmie bénigne, mais à mort subite. Puis mon père, lui, il n'a jamais eu de problème, quoi que ce soit, par rapport à son cœur. Puis il y a eu des tests et tout. Donc, c'est une maladie autosomale dominante. Oui. D'après ce que je comprends, c'est bien ça, là? OK, parfait. Toi, à ce moment-là, pour les enfants, est-ce que ça a été un impact? Vous fait tester? Oui, mais on peut faire tester, en fait, par prélèvement de villosité durant la grossesse. Puis, ou par après, avec une prise de sang. Avez-vous fait tester vos enfants? C'est peut-être indiscret? Ou... Oui, on peut en parler. Le premier plan, c'était on se dit, on va le faire naturellement. Puis, on fait un prélèvement de villosité. Si jamais l'enfant est porteur, on va faire un avortement. Oui, c'est ça. Puis, il y a 4 ans aujourd'hui. Fait que, on a eu la réponse. Non, mais dans le sens que on a eu la réponse après 16 semaines. Donc, il était porteur. Puis là, un gros débat éthique s'est ensuivi, évidemment. Vous avez décidé de... décidé de poursuivre. Puis, on ne regrette absolument pas. Non, c'est ça. C'est pas des décisions faciles. Non, c'est ça. Puis, ça ne veut pas dire qu'il va y avoir des symptômes non plus. C'est une chance sur 3. Puis après ça, il y a une gravité de symptômes. Puis après ça, la médecine évolue aussi. C'est ça. Non, je pense que ça ne doit pas être facile. Puis, la nécessité de la greffe, est-ce que ça vient tout de suite ou non. Comment ça fonctionne? Non, pas du tout. En fait, moi, suite au diagnostic, ils m'ont implanté un défibrillateur à l'âge de 14 ans. Quand même. Puis, ils m'ont arrêté tout sport. Fait que je ne pouvais plus faire aucun sport de compétition. Ça a été mon drame. Tout un deuil, j'imagine. À l'adolescence, exact. Puis, malgré tout, j'ai quand même été correct pendant 7 ans. De 14 à 21, je faisais mes affaires, puis j'ai fait mon cégep, puis il n'y avait pas de problème. Avec ton... Mon pacemaker. Mais pèse des fibres, c'est un peu... Est-ce qu'il a déchargé pendant Non, c'est ça. Pendant les 7 premières années, aucunement. Aucun symptôme? Jamais, aucun choc. C'est vraiment à l'effort. Là, tu ne faisais aucun sport? Ouais. Rien? Rien. La marche, mettons? Je pouvais marcher,
Mais tout ce qui pouvait faire aller en zone 2, 3, 4, mettons, là, monter. Même pas de la bicyclette pour dire quelque chose? Ou... me promener tranquillement, là, mais pas... Très léger. Ouais, très léger. OK. Ouais. Je faisais des petites randonnées, mettons, très, très relax. De 14 à 21? Ouais. Ensuite? À 21, ça faisait 7 ans que j'avais eu mes derniers symptômes, fait qu'on tend à oublier un petit peu. Fait que là, j'ai commencé un petit peu à jouer au hockey à l'extérieur. Là, il y a une ligue de garage à l'université. Avec ou sans l'accord de tes médecins? À l'époque, te rappelles-tu? Je l'avais pas consulté. Mais non, il aurait pas endossé ça, c'est sûr. Mais tu me dis, juste un petit peu. À un moment donné, ça prend toujours un petit peu plus de place. Puis, je veux pas, un gars qui joue au hockey va comprendre que si tu veux aller chercher la puck dans le coin, tu vas aller la chercher. Peu importe c'est à peu près du pire sport, je pourrais imaginer. Oui. C'est ça. Okay, ça. Puis, c'est très drôle parce que mon premier choc que j'ai eu à vie, c'est après un warm-up. OK. On s'échauffait au début de la partie. Puis je rentre sur le banc, puis là, je tombais à terre. Mes chums étaient sûrs que je niaisais, mais finalement, ils se sont rendus compte que non. T'sais. OK. Ça a été comique parce que le préposé à la Zamboni, là-bas, il y avait un défibrillateur et tout externe. Puis là, lui, il est arrivé comme en courant. Moi, je me suis relevé. Il dit, non, c'est beau, mon défait lui a choqué. Toi, tu le savais. Mais avant ce choc-là, avais-tu. Pensais-tu à ça tous les jours? Est-ce que... Non. T'avais quand même ça, tu le sens que c'est là, mais tu l'avais comme oublié un peu ou... Oui, vraiment. OK. J'ai des suivis médicaux, j'avais des médicamentations tous les jours, des bêta-bloquants, des antiarythmiques et tout ça. Mais non, je me suis jamais arrêté à ça. À part les sports, on s'entend, ça a été une catastrophe dans ma vie. Là. Non. C'était ma façon de me réguler dans ma tête, une thérapie, le sport. Hein. Ben oui. Là, t'avais comme oublié, là, tu sais. Fait que là, il y a ce fameux choc-là, donc à 21-22 ans. Exact, à 21 ans. J'étais à ma deuxième année d'université. Puis c'est ensuite quelques complications qui m'ont mené à ma dernière année de mon bac, en fait, dernière session. J'étais à l'automne, puis on était, mettons, en juillet, j'ai eu des chocs répétés, puis là, j'ai eu des problèmes de chocs à répétition, en fait, là, que le cœur ne se replaçait pas. J'ai été hospitalisé 1 mois à l'automne parce que en fait ma sonde de mon défibrillateur avait comme usé, ou je ne connais pas les termes techniques là. Mais les ondes dessus, il n'y avait pas autant de bonne lecture, donc il peut me choquer à répétition même s'il n'y avait pas nécessairement lieu. OK, des problèmes de lecture à ce moment-là. Okay. Mais mon cœur aussi, dans le sens que mon cœur aussi se dégradait, c'est une maladie dégénérative. Donc dans le fond, c'est un peu l'électricité du cœur. Ben oui. Je ne sais pas à quel point que l'auditoire est... On considère que l'auditoire n'est pas médecin, donc autant de détails que tu veux. Là, mais je ne suis pas médecin non plus, donc non, mais tu dois connaître ta maladie, je suis certain. Un ingénieur, c'est certain que tu connais ta maladie. Oui, dans le fond, c'est que tous les signaux, dans le fond, dans le cœur, on peut voir ça comme un petit circuit électrique, si on veut. Puis que ma maladie, dans le fond, c'est que ça change les tissus musculaires en tissus cicatriciels, qui va faire des boucles, un peu de feedback. De réentrer un peu, c'est ça. Qui va faire emballer le cœur, les ventricules, c'est pas rien. Auriculaire, ça serait un petit peu moins pire, mais ventriculaire, c'est assez critique. Exact. Fait que j'avais beaucoup de foyers arythmiques comme ça, donc j'ai eu une ablation de foyer ectopique. Pendant 8 heures de temps, j'ai eu un excellent électrophysiologiste à Sherbrooke, Dr Charles Dussault, qui a passé beaucoup de temps sur mon cœur à aller faire de l'ablation de foyer ectopique comme ça. Puis après ça, il fallait que je change la sonde. Finalement, ils ont remis la sonde, une nouvelle sonde en fait, pour que je puisse aller finir mon université. Puis j'ai été finir ça, puis je suis rentré à l'hiver après ça pour faire l'extraction de l'autre sonde. Parce qu'il y a tout un problème que je suis anticoagulé, parce que sous l'intervention, j'avais eu, j'ai fait une infarctus rénale, une embolie pulmonaire, parce que j'ai eu un caillou qui s'est délogé. J'avais un foraminopathe dans mon ancien cœur, en fait. Évidemment. Oui. Donc, j'ai évité l'AVC, ça a été la bonne nouvelle. Puis, donc, c'est ça. Fait que ça a été tous ces problèmes-là, je dirais. Finalement, je suis rentré sur le marché du travail directement. Je suis XP après, quand même, continue la vie là-dedans. Mais je m'excuse, là, parce que c'est tellement, tu racontes comme 10-15 ans de ta vie en 5 minutes. Oui. Mais à l'époque, toi, tu sais que tu vis sur du temps acheté ou avec ce cœur-là ou... Ben, en fait, ou la perception que tu en as à l'époque? Moi, j'étais suivi initialement par un cardiologue pédiatre. Donc, c'était Dr Marc Bellavance, excellent médecin, j'ai adoré. Puis lui, dès que j'ai eu 17 ans, il m'a référé, en fait... On n'avait jamais parlé de greffe avant. C'est ça. Lui, à l'âge de 17 ans, il m'a référé à Dr Nadia Genetti, qui était au Royal Vic, l'ancien Royal Vic avant que ça transfère au CUSUM actuellement. Donc, il m'avait rentré là juste pour que je sois suivi par l'équipe. Puis que si jamais ça dégénérait... Ouais, c'est ça. Si jamais ça dégénérait, bien que là, j'aurais accès à ça rapidement. Puis ça a été une très, très bonne chose. Mais dès ma première rencontre avec cette équipe-là, ce qu'il me disait, c'est que tu vas toujours être mieux avec ton cœur existant. Peu importe. Parce que, on s'entend... Souvent, quand on se fait greffer, ça va être une fraction d'éjection insuffisante, donc insuffisance cardiaque. Mais moi, j'étais confortable au quotidien. Si j'avais pas de choc, j'étais confortable. Puis, j'avais pas cette épée de point-là tant que ça en haut de moi dans ma tête, parce que ça s'était pas arrivé souvent. Là, je dirais à partir de la fin de mon bac, 24, 25. Ben, ouais, c'est ça, à 24, 25 ans.
On était en 2017. Là, je commençais à y penser un peu plus. Mais tu sais, on sait que quand on est graphé, on a des anti-rejets, on est plus immunosupprime, etc. Fait qu'il disait, tant que tu peux le faire avec ton cœur, continue avec ça. Fait que c'est vraiment ça l'objectif. Je me suis jamais accroché à dire, j'ai hâte d'avoir une greffe, parce que je savais que ça venait avec une contrepartie. Medix simplifie la facturation médicale des médecins spécialistes, anesthésiologistes, internistes, pneumologues et bientôt les chirurgiens. Grâce à une application mobile conviviale et une expertise personnalisée, Medix fait une différence réelle dans la vie des médecins. Sauvez du temps, réduisez les erreurs et optimisez vos revenus avec Medix. Medix est fier de desservir plus de 60% des anesthésiologistes du Québec. Pour toute question, n'hésitez pas à visiter notre site web à www.medix.com www.medyx.com ou téléphonez au 514-548-2500. Mais là, finalement, quand est-ce que c'est arrivé, cette nécessité de greffe-là? Oui, donc en fait, ça a été... les épisodes se sont rapprochés, tout simplement. Okay. J'avais des chocs, mettons, j'allais à la chasse dans le temps, puis je revenais de la chasse, puis je me suis effondré dans le champ, que, tu le sens s'emballer. Puis là, le défibrillateur, il fait un Arrhythmic Treatment Process, donc un OTP. Là. Il essaie de casser l'arythmie avec des petits chocs, puis si ça fonctionne pas, ben là, il donne un grand choc. Puis ça, c'est l'équivalent d'un coup de bâton de baseball, je dirais, dans la poitrine. Là. OK. Tu tombes à terre, tu perds connaissance, puis tu te réveilles quelques secondes après parce que lui, il repart. Ça veut dire que tu ne peux pas conduire à l'époque? C'est 6 mois. C'est tout un à choc. Chaque choc? À chaque choc. OK. Donc, le diagnostic ou la nécessité vraiment de la greffe se pose... Ben, c'est ça, ça a été dégénératif, puis ça m'a amené en 2019. Dans le fond, j'avais mon petit garçon de 3-4 mois sur moi. Puis, non, c'est pas vrai. Avant ça, j'ai eu un autre épisode avant ça, qui est quand même cocasse aussi, on va le compter. OK, on t'écoute. Je passais la souffleuse chez nous un hiver. Puis, un autre sport qui peut être assez demandant quand même. Ben, tu sais, ça avance tout seul. Non, mais l'hiver au froid, ouais. Là, on sait que les patients qui font de l'angine, typiquement, ils vont avoir des symptômes dans ces conditions-là. Donc, c'est sûr que toi, c'est pas le même mécanisme. Mais bref, ça allait bien. Je passais la souffleuse, puis j'ai senti justement qu'il allait avoir une arythmie, puis je me suis réveillé à côté de la souffleuse. Puis le premier réflexe, j'appelle l'ambulance. C'est un peu le réflexe à avoir. J'étais tout seul chez nous. Puis... deuxième réflexe, je sais pas pourquoi, je repartais à la souffleuse, puis j'étais la rangée dans la remise, puis j'allais me déshabiller, c'est ça, parce que là, je peux pas laisser ça là. Ah, ben ouais, c'est absolument idiot de ma part, mais bon. Fait que c'est suite à cet épisode-là, vraiment, que j'avais des épisodes rapprochés, que là, l'équipe m'a dit, OK, mais on te met ça à la liste pour vrai, il va falloir que ça se passe. OK. Puis 8 mois plus tard, ça nous mène en novembre en 2019. Je suis en train de faire un souper entre amis, un souper fondu. Je reçois l'appel. Puis dans ma tête, ça n'allait pas arriver si vite que ça. Donc je reçois l'appel, c'est le CUSUM qui dit à l'infirmière là-bas qui dit on a un cœur pour toi. Donc viens-t'en là. C'est comme 4 heures pour arriver, mais ça se fait pas dans les 4 heures. Là. Mais on dirait le cœur, il veut vraiment que tu arrives le plus vite possible. Puis c'était le lendemain matin, c'était la greffe. Okay. Il m'appelait comme à 9h le soir. 2019. OK. Fait que ça, c'était en novembre. Puis donc je monte là-bas. Avec ma conjointe, puis on s'installe et tout ça, et je rentre dans le bloc opératoire, je suis intubé et tout ça, puis à mon réveil, je me réveille, je suis intubé, je me mets ma main sur la poitrine, puis j'avais rien. Bon, qu'est-ce qui se passe? Et puis les médecins sont venus m'expliquer que... le cœur était pas bon. Exact. Quand ils ont ouvert... Il ouvre le donneur avant, ça c'est la bonne nouvelle. Ouais. Donc, est-ce que le donneur était sur place ou... Pas nécessairement. Okay. Ça, on ne le sait pas, nous. Ça peut être dans d'autres... mais j'aurais pensé que s'ils t'ont endormi, le cœur était déjà arrivé. Écoute, tu connais pas la mécanique? Ouais, ben... Est-ce que ça se peut que le cœur était physiquement sur place ou sinon, au moins que... Ben, mettons, je peux le dire pour ma deuxième tentative qui a été fructueuse. Ben, tu sais, comme ils sont allés chercher le cœur en même temps qu'ils me rentraient dans le bloc. Alors que j'étais préparé. Ils font ça se fait en parallèle. OK. Donc, 2019, toute une déception, ouais. J'imagine. Exact. Puis, honnêtement, tu sais, je ne m'attendais pas à ce que ça arrive si vite. Fait que j'avais été surpris, puis après, ben bon... Étais-tu comme soulagé, finalement, en 2019, ou... Que ça se soit pas fait? Ouais. Ben non, parce qu'on dirait qu'en une nuit, je m'étais fait à l'idée. OK. Ça aurait été bien, parce que tu n'aurais pas eu le temps de t'inquiéter si longtemps, là. Ouais.
Mais bref, puis après ça a quand même pris un certain temps. Il est arrivé le COVID et tout ça. Puis en 2020. Ouais. Puis moi, j'ai reçu mon cœur finalement. J'ai eu le temps d'avoir un petit garçon. Donc mon premier garçon qui est né en septembre en 2020. Puis ça a été au mois de mars où que là, j'avais mon petit garçon dans mes mains. Puis 5 minutes avant, puis là, j'ai donné à ma conjointe. Puis là, tu sais, je venais de finir de manger. Puis là, j'ai eu un choc, tu sais. Fait que c'est vraiment au repos, je suis bien plus confortable. Fait que là, ils m'ont vraiment monté dans la liste très rapidement. Dans la liste, ouais. La priorité a monté, puis 3 semaines plus tard, mais là, j'ai eu un autre appel. Puis... Avais-tu peur au début, là, à cause de la pandémie? Parce que je parlais tout à l'heure des débuts de la pandémie, mais il y a eu un enjeu avec l'arrêt des programmes de transplantation. C'est-à-dire de greffer moins de gens, parce que pour toutes les raisons qu'on connaît là, en début de pandémie. Là, ouais. Donc, toi, est-ce que c'était une inquiétude pour toi d'être en attente de greffe en pleine pandémie? Ou... Ben moi, ça a quand même été au début relatif là, de la pandémie. Non, ça n'a jamais été une inquiétude. Okay. Ça se faisait quand même quand ça a été le cas. C'était surtout de ne pas attraper rien. On peut pas, si on a l'appel puis on a la COVID, ça ne fonctionne pas. Là. OK. C'était surtout de maintenir loin de tout ça puis de rester le plus en forme possible. C'est ça, exactement. Ouais. Puis là, la deuxième greffe 2021. Oui, en avril. Okay. Je me fais appeler encore un samedi soir. Je travaillais. OK. J'ai toujours été un peu intense dans tout ce que je fais, dans le travail. OK. Puis, là, on avait notre petit garçon. Ça a été beaucoup plus long à monter à l'hôpital. Oui. On était en lockdown. Donc là, j'ai appelé l'infirmière. Puis, c'est elle qui m'avait appelé, en fait. Puis, là, j'ai demandé, tu sais, je fais quoi si la police nous arrête et tout ça. Après 8 heures, on n'a pas le droit de sortir. C'était 9 heures le soir. Puis, elle m'a donné son numéro de téléphone. Couvre-feu, c'est vrai. Ouais. Donc, on monte à Montréal, puis c'est là que la maison de greffe Lynocie rentre en compte. Que ma conjointe, elle, présentement, avait un petit garçon à s'occuper. On avait un petit garçon, mais moi, pendant que j'étais à l'hôpital, en fait, mes parents sont allés à la maison de greffe aussi, puis ils sont allés s'occuper de notre bébé, qui était allaité encore à l'époque. Puis, fait que moi, le lendemain matin, là, j'étais greffé. Puis ça s'est tout fait dedans de quelques heures, ça? Ouais, ça, moi, je suis rentré dans la nuit. Dans le fond, je suis arrivé à l'hôpital environ peut-être à minuit. Puis le lendemain matin, je pense à 10h, je rentre au bloc. Quand même. Ouais. Puis quel souvenir gardes-tu de cette période-là? Là? Est-ce que c'est précis dans ton esprit ou... C'est précis. Ouais, des petits détails... Ouais, ben... je me souviens des petits détails sur les murs, tout ça, où tu vas te rappeler des gens qui étaient là, de l'infirmière. Ou, Ouais, je m'en souviens. Cette fois-là, c'était pas arrivé la première fois, mais la deuxième fois, j'ai été très longtemps dans le corridor, juste à côté de du bloc opératoire. OK. Puis on dirait qu'il y a comme un instinct de survie qui embarquait de... Tu sais que tu vas te faire ouvrir, tu sais. Oui, ça y est, ouais, c'est ça. C'est comme une envie de s'en aller, mais tu sais qu'il faut que tu restes. Oh, oui. Fait que ça, je me souviens que c'était très particulier. Puis sinon, le support de ma conjointe avant ça, dans la chambre et tout ça, tu sais, non, c'est très clair. Avais-tu peur ou... Ben là, à cette heure, la première fois, j'avais aucune peur. La deuxième fois, avec un enfant de 6 mois, là, j'avais peur pour lui. Plus nerveux, hein? Ouais. Là, avais-tu peur de te réveiller pas de cœur encore? Ou là, tu disais, ça se peut pas 2 fois dessus. Non, mais c'était une possibilité dans ma tête, là. Je savais que ça se faisait à cette heure. OK. Puis, comment tu te sentais au réveil, disons, là? Il y a des photos de moi, là. J'étais assez magané, là. Ah, ouais? C'est les headers, là, avec toutes les solutés et tout ça. Mais, tu sais, c'était poussé en l'air, puis il y a des petites larmes qui ont coulé, c'est sûr. Là. J'imagine. Ouais. Donc, puis cette période-là est un peu plus floue. Beaucoup d'antidouleurs et tout ça. Okay. Puis, dans les journées qui ont suivi, j'ai été comme 2 jours aux soins intensifs. Puis après ça, ils commencent à donner les anti-rejets. Puis ils donnent comme une dose, on dirait nominale, selon le poids et tout ça. Assez forte, j'imagine. Ouais. Assez forte. Puis moi, en fait, ça a été trop fort. Ma créatinine pour mes reins a monté à, je pense que j'étais à 298. OK. Donc, très proche de la dialyse. L'insuffisance rénale, oui. Ouais. Puis, fait qu'ils ont dû arrêter les anti-rejets comme pendant 2 jours pour laisser une chance à mes reins de reprendre le dessus. Fait que là, ça a causé un mini-rejet qu'on a géré après ça en changeant, en fait, les anti-rejets. Là, c'était la prénisone, le tacrolimus. Ben, le tacrolimus était dur sur les reins, fait qu'ils ont donné plus de prénisone pour aider à enlever le rejet. OK. Mais somme toute, ils ont refait une biopsie après, puis ça a été très mineur. Là. OK. Puis là, dans le moment, tout va bien? Oui. Prends-tu beaucoup de médicaments? C'est quoi le vivre avec un cœur greffé? Là? J'avais la notion que c'est un des organes qui nécessite le plus d'immunosuppression, mais je peux me tromper, je sais pas, je connais. Ouais, ben moi, dans ma tête, c'est pas beaucoup parce que je compare à ce que j'ai eu au début. Là. OK. Mais en ce moment, je prends 3 anti-rejets. OK. Prénisone, tacrolimus, puis mycophénolate. OK. Puis le reste, c'est principalement des vitamines, calcium D, calcium, OK. vitamine D, magnésium, parce que ça déminéralise. OK. Sinon, je prends une statine, en fait, contre le cholestérol. En prévention. Ouais. Puis le suivi de la fonction rénale, de ce que je comprends. Exact. OK, c'est ça. Parce qu'il y a un certain risque, j'imagine, de développer une insuffisance rénale. Parce que je connais une dame qui est greffée des poumons,
que j'ai eu comme invité, là, puis il y a un enjeu après qui s'ajoute, là, c'est l'insuffisance rénale à long terme. Là, fait que c'est ça, c'est toujours de diminuer au maximum les anti-rejets, sans créer évidemment un rejet. Là. Donc oui, au début, les suivis, c'est assez incroyable, c'est aux 2 semaines des biopsies, après ça au mois. Des biopsies endocardes. Oui, donc on passe par la veine. Les biopsies, l'endocarde, c'est bien ça, je ne me trompe pas, là, la couche interne du cœur? Oui, ce que je comprends, c'est qu'il allait dans le ventricule, simplement, puis il allait prendre au niveau, je pense, l'atrium. Là, je sais pas, ils vont prendre des petites bouchées un peu partout, ça va prendre 3 bouchées. Pour voir s'il y a des signes de rejet. Exact, c'est la seule façon actuellement de voir s'il y a un rejet, avant d'avoir un rejet aigu. Là. OK. Puis là, ta qualité de vie, disons, avec ton cœur maintenant, dis-tu que c'est une vie normale? Ou oui, mais... complètement normale? Normal, extraordinaire, je dirais, mais OK. As-tu un cardiostimulateur? Non, ils l'ont enlevé en même temps que la greffe. OK. Ouais. Puis dis-moi, parce que j'ai déjà posé cette question-là à d'autres invités, une fois que tu es greffé, te sens-tu comme une obligation ne serait-ce qu'au niveau de, je sais pas, la vie que tu menais avant, mais au niveau de tes habitudes de vie, l'alimentation, te sens-tu une obligation de faire plus attention que ce que tu ferais normalement? C'est pas une obligation, mais un désir, je dirais. OK. Ouais. Mais tu sais, je l'ai vu venir, la greffe aussi, j'ai quand même eu une pratique de greffe, puis il s'est passé une autre année et demie après. Fait que tu sais, dès là, tu sais, j'étais déjà sensibilisé à ça, puis je me disais, OK, il faut que je sois dans la meilleure forme possible. Tu sais, je peux pas faire de sport, mais au moins l'alimentation, on va le gérer, puis tu sais, prendre des marches et tout ça. Oui. Mais la vie normale d'un jeune de ton âge, là, les parties, l'alcool, tout ça, je veux dire. Ça, l'alcool, j'ai arrêté. T'as arrêté? Avant, j'en prenais quand même un peu. Puis là, c'est un verre de vin à Noël, c'est à peu près ça. Là. C'est interdit, je sais. Ben, c'est fortement déconseillé, parce que ça vient interagir carrément avec ton dosage d'anti-rejet. J'avoue que c'est ordinaire. Ouais. Avec un premier amas comme ça, c'est difficile d'avoir un deuxièmement. Mais, mais j'ai même plus le goût, en fait. Je sais pas si c'est l'âge, je sais pas. Oui, je pense à un amalgame de tout ça. Mais j'ai 2 garçons aussi qui se lèvent à 4-5 heures le matin. Donc ça ne tente pas d'être frippé le lendemain. As-tu des restrictions pour l'activité physique? Ou, non, aucune. OK. Quand même. Aucun malaise. C'est extraordinaire. Mais tu sais, je peux peut-être faire un petit suivi après ça. Tu sais, dans le fond, ça fait 3 ans et demi. Ben oui. Dès que je pouvais, en fait, j'ai commencé à marcher, monter des côtes. Ça faisait 14 ans, j'avais pas monté de côtes, c'est niaiseux à dire, là, mais de sentir mon cœur s'emballer. Puis qu'il se passe rien. Puis que c'est normal. Au début, c'est très malaisant. T'sais. Ah, j'imagine que tu avais tout le temps peur que ça déclenche. Parce que j'ai eu une vingtaine de chocs défibrillateurs dans ma vie, des bons chocs. Là, oui. Fait qu'on dirait que quand je chantais ça, on dirait que mon corps, il y avait une réaction physique. T'avais tendance à arrêter? Ouais. OK. Fait que, au début, j'ai juste commencé à monter la côte chez nous. Après ça, Mont-Bellevue à Sherbrooke, grosse montagne. Monté ça, Montford plusieurs fois. Puis 8 semaines après ma greffe, on était allé monter, moi et ma conjointe, puis notre petit garçon. C'est ma conjointe qui a tout le mérite parce que c'est elle qui avait le sac à dos avec le garçon sur le dos. Mais on a monté le Mont-Richardson en Gaspésie, qui est le 3e plus haut sommet au Québec. 1180 mètres. OK. Puis, est-ce que tu joues au hockey? J'ai pas recommencé. OK. Tout simplement pour manque de temps. Je dirais, avec la famille, c'est un petit peu incompatible dans ma tête. C'est pas des beaux horaires, non. Le hockey pour les adultes, là, c'est... Non. Je parle les soirs et tout ça. Je jouais avec ça les soirs avec mes garçons. Ben oui. Fait que non, je fais des activités. J'ai plus transféré vers des activités que je peux faire avec eux. Donc, de la course avec la poussette, le vélo avec les remorques. OK. Puis de la randonnée. Le podcast La santé au-delà des mots est une présentation du groupe conseil Beauchamp, Beaulieu, Dessureau, Toupin de la financière Banque nationale Gestion de patrimoine. Comme nous croyons que la santé financière fait partie de la santé globale, nous sommes heureux de nous joindre au Dr Jean-Pierre Gagné pour vous souhaiter une bonne saison de la santé au-delà des mots. Fer et Velours est une entreprise de Québec spécialisée dans la location de mobilier vintage et création d'ambiance. Nous vous proposons une offre de service à la carte et selon vos besoins. De la simple location à la gestion événementielle complète. Chez Fer et Velours, notre slogan est de faire différent avec élégance. Visitez notre site web au www.fervelours.com. Au plaisir de vous rencontrer. Vous avez des commentaires ou un sujet à nous proposer ou même faire partie de nos invités, visitez le site web de notre balado à www.baladosanté.ca ou sur notre page Facebook de la santé au-delà des mots.
Est-ce que tu connais la famille du donneur, l'histoire? Non. Non, en fait, tout ça, c'est tout confidentiel pour plein de raisons. Personnellement, j'ai quand même entendu des discussions de corridor, je dirais, à l'hôpital. J'ai une petite idée du genre et de l'âge, mais je suis vraiment pas supposé, mettons. Ok, t'as pas fait de démarche, mais je pense qu'il y a moyen d'avoir, après un certain temps, ce qu'il y a moyen de faire, c'est d'entrer en contact. Pas entrer en contact directement. Ce qu'il y a moyen de faire, c'est d'envoyer une lettre en passant par l'association des dons d'organes, qui eux vont la transmettre à la famille des donneurs. C'est drôle parce que j'ai pas encore transmis cette lettre-là, puis c'est sûr que je vais le faire. Mais mon discours en 3 ans a absolument changé. Dans ma tête, c'était au début, je peux faire ci, je peux faire ça, je peux faire ça maintenant, tu sais. Puis là, c'est tellement plus envers cette famille-là que j'écrirais la lettre, de le faire, tu sais, les remercier. De les remercier tout simplement. Hein. Mais à quel point, tu sais, qu'ils ont changé des vies. Puis, OK. Dis-moi, toi, là, t'es tombé malade jeune, là, mais disons, mais le don d'organes, est-ce que c'est quelque chose là, auquel tu étais sensibilisé à l'adolescence, le jeune âge adulte? Mais c'est sûr que j'ai été sensibilisé dès que j'ai été référé. C'est ça, mais avant ça, là, avant ça, non, tu sais, c'est... Ben, tu sais, oui, tu sais, je veux dire, tu sais, dans ma famille, c'est important de signer sa carte. Dans plus, c'était ça. Mais tu sais, jamais à quel point c'était si important que ça. Puis c'est drôle parce que, tu sais, je rencontre beaucoup de personnes en ce moment, puis tu sais, la sensibilisation, tu sais, on n'en fera jamais assez. Plein de personnes, tu sais, il y a plein de raisons pourquoi on pourrait être contre le don d'organes. Pour des raisons culturelles, peu importe. Mais il y a beaucoup de gens aussi qui c'est juste je veux pas, tu sais, ça m'appartient et tout ça. Mais on dirait que juste de se présenter devant ces personnes-là, puis de montrer tout ce que ça change, mais ça change assez vite. Là, tu sais. Directement dans la famille de ma conjointe, par exemple, c'est rendu des militants. Là, tu sais. Ben, j'imagine. Est-ce que tu connais l'organisme Chaîne de vie, je te demande ça? Oui. OK. Il m'avait approché suite à ma greffe et tout ça. J'imagine, parce que tu seras un ambassadeur extraordinaire. Oui, mais ultimement, dans les prochaines années, je vais y aller. Là, c'est ma priorité actuellement dans ma vie, c'est vraiment mes enfants. J'écoutais le podcast avec Pierre Lavoie que vous avez fait. Puis, je ne veux pas ramener ça, mais c'est lui qui a perdu sa fille qui avait 4 ans, en fait. Deux enfants, même. Oui, ça, mais la première, je pense, elle avait 4 ans, quand il était en camp d'entraînement. Actuellement, c'est ça que je voudrais faire. Je voudrais faire des Ironman, faire du vélo, des marathons tout le temps. Mais j'ai des jeunes enfants, puis ils ne seront pas jeunes toute ma vie. Fait en ce moment, ma mission, c'est mes enfants. Puis plus tard, c'est sûr que Pierre Lavoie, c'est mon idole, puis si je peux reprendre une partie de son œuvre ou la changer, peu importe. C'est ça que je vais vouloir le faire. Le don d'organes, il y a un projet de loi là, qui n'a pas été adopté, qui est le projet de loi 194. J'étais convaincu que ça avait été adopté en faisant des recherches sur Internet sur le don que je qualifierais d'obligatoire. Autrement dit, de présumer qu'une personne, si elle n'a pas exprimé sa volonté, qu'elle consente à donner ses organes. J'aimerais savoir comment tu vois ça, toi, qui es un transplanté ou un greffé. Oui, mais en fait, ils veulent faire le consentement présumé. Oui, c'est ça. De s'inscrire à une liste de refus si on ne veut pas. C'est bien. Dans ma tête, c'est bien. Okay. Ça va parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont contre, même des gens qui ont été greffés. Puis... Ben, tu sais, ça leur appartient, mais moi, dans le sens, c'est bien, mais dans ma tête, c'est pas assez. Au final, c'est la famille. C'est la famille du donneur qui a le dernier mot. Ben, c'est ça. Que sa carte soit signée ou pas, c'est la famille qui peut dire oui ou non. C'est eux qui ont la décision finale. Donc, est-ce que ça va changer le monde? Je pense pas, ce projet de loi-là. Moi, ce que je trouve bien, c'est que ça fait parler du don d'organes. Moi, je pense que c'est ça. Ben, en fait, j'allais dire, moi, je pense que ça va passer plus par l'éducation. Ça. Donc, d'où l'organisme Chaîne de vie, d'en parler aux jeunes, puis finalement, que ça va devenir naturel, que ça ne sera pas une question, de l'imposer aux gens. Parce que j'avais entendu quand même beaucoup de témoignages, même des gens greffés, qui disaient que ça enlève... le côté altruiste ou de la chose, ça dénature un peu la nature du don, mais j'ai pas d'expérience personnelle. J'ai entendu des arguments pour et contre. Là, donc, puis il n'en demeure pas moins que, même avec ce projet de loi-là, les soignants respecteraient toujours les volontés de la famille, je pense. On n'irait jamais contre les volontés de la famille. Non, fait que c'est ça, c'est d'en parler. Si on est favorable à ça, il faut juste en parler à nos proches. Puis même si la carte est signée, actuellement, à ma connaissance, si la famille dit non, c'est non. Ça va être non. Donc, En fait, ça, c'est quand j'ai été greffé et que je ne pouvais pas tout de suite faire du sport, j'ai été beaucoup dans les statistiques de la chose. OK. Puis, mes stats commencent à dater un peu parce que là, la vie va vite puis j'ai pas le temps de mettre à jour. Ouais. Mais dans le temps, c'était un organe sur 3. En fait, un donneur sur 3 qui a été proposé par les médecins et tout ça, qui était identifié comme étant un donneur potentiel. Une famille sur 3 refusée. C'est triste quand même. Mais il y a beaucoup d'organes qui se perdent aussi parce que les donneurs ne sont pas identifiés.
la notion que j'avais parce que c'est compliqué aussi d'identifier un donneur, puis les décès ne surviennent pas toujours dans des conditions idéales dans un hôpital universitaire où on a toute une équipe pour prendre en charge la personne qui est en état de mort cérébrale, par exemple. Ouais. Quand ça survient dans des régions plus éloignées où il y a moins de ressources, parfois aussi, ça peut être une cause là, entre guillemets, de ne pas identifier ou de ne pas exploiter là, le donneur. Là. Donc, ça va sûrement continuer à s'améliorer. Oui, il faut en parler. Rempart Neurophysiologie est fier de poursuivre pour une deuxième année son support au balado La santé au-delà des mots. Rempart Neurophysiologie est une entreprise spécialisée dans l'octroi de services neurologiques tels que le monitorage neurophysiologique péropératoire. Plusieurs chirurgies comportent des risques de complications neurologiques graves, mais avec Rempart, ces complications sont réduites à moins de 1%. Rempart est votre ange gardien en salle d'opération. Pour les besoins particuliers de votre hôpital, votre clinique ou votre centre de soins, contactez Rempart Neurophysiologie à info@rempartneuro.ca. C'est à info@rempartneuro.ca. Ce qui va nous amener à parler de la maison Linacir, donc, où finalement, plus la famille qui a ces journées-là que toi, finalement. Oui, c'est ça. Mais tu sais, moi, ça a été primordial. En fait, on était en COVID, premièrement. Fait que, tu sais, avec les... On ne pouvait pas voyager autant qu'on voulait. On a un petit garçon, tout ça. Fait que ma famille était là les 12 jours que j'étais à l'hôpital. Moi, après 12 jours, je suis sorti. Mais après ça, là, je suis revenu à la maison des greffiers par après pour souvent les rendez-vous tel le matin. Puis, on a 8 semaines qu'on ne peut pas conduire et tout ça. Fait que, tu sais, je remontais avec ma conjointe, mon bébé. Puis, fait que c'est ça. Fait que c'est plus après que je l'ai découvert. Qui était Linacir, donc c'est une greffée, là, évidemment? Oui, c'était une greffée hépatique en 1987, je crois. Je pense qu'elle venait de la Gaspésie, ou une région éloignée du Québec. Puis elle avait noté ce besoin-là, en fait, que lorsqu'elle s'est fait greffer, elle avait nulle part pour se loger, où c'était très compliqué, puis ça coûtait cher. Donc en 1994, elle a fondé la Maison des greffés, pour justement, dont la mission, là, c'est d'accueillir toutes ces personnes-là qui ont des besoins de greffe dans la grande région de Montréal. Avant et après. Donc, parce qu'avant, tu sais, mettons, moi j'étais relativement bien chez nous, puis avant, avec les téléphones et tout ça, c'était un peu plus complexe. Puis, mettons, il y avait des gens qui venaient d'Amos, qui venaient de la Gaspésie, ben il fallait qu'ils résident là tout le temps, qui étaient en attente sur la liste. C'est ça, moi je pensais que les gens se déplaçaient plusieurs semaines à l'avance. J'avais cette notion-là qu'avant, les gens se disaient, écoute, mettons, je sais pas, Jean-Pierre, t'es rendu 2e sur la liste, là, fait qu'il faut que tu t'en viennes. Les gens s'en venaient puis s'installaient à Montréal puis attendaient. Mais quand on est dans des régions, c'est ça. Un petit peu ça avant. Je pense que la règle, c'est 4 heures. Faut que tu sois à moins de 4 heures du centre hospitalier. OK. C'est moi qui je m'étais fait dire. Je sais pas si c'est officiel ou pas. Oui. Mais moi, à Sherbrooke, j'étais capable de me rendre assez vite à Montréal pour ne pas avoir à résider là. OK. Donc, puis ça a l'air, finalement, où est-elle, cette maison-là, physiquement? Sur la rue Sherbrooke, à Montréal. Donc, tout près des Dans quel coin? Je connais pas très bien Montréal. pas loin du CHUM, je dirais. Là. OK, parfait. Centre-ville, OK. Puis ça a l'air très beau, là. Il y a des photos à l'écran, donc ça a l'air d'un hôtel, finalement. Ça ressemble à ça. Avec il y a beaucoup plus d'humanisme, je dirais. C'est drôle à dire, là, mais il y a un aura alentour de cette place-là qu'on se sent juste tellement bien, tellement... c'est convivial. C'est vraiment accueillant. OK. Fait que, écoute, les gens pourront regarder sur le site internet ou s'ils veulent faire des dons, là, mais il y a une belle bibliothèque, j'ai pas tout mis, là, il y a une salle à manger, il y a une belle terrasse sur le toit. Superbe terrasse, oui. Donc, c'est vraiment une belle place, là. Donc, puis, as-tu une idée du budget annuel, le financement, comment? Oui, j'ai discuté un peu avec Mme Micheline Asselin, qui est la PDG là, actuellement. Dans le fond, les chiffres, ça roule sur à peu près 1,4 million annuellement. Il y a 60% de ça qui vient du ministère de la Santé. D'accord. 25% qui vient des activités de financement, comme le défi vélo de la Maison des greffes. On va parler, puis un 15% seulement qui vient de la location de chambre. La location de chambre, si on veut résider là, c'est 35$ par nuit. C'est vraiment abordable. Là. Je regardais les tarifs, c'est comme... C'est un cadeau. 35$ par nuit, logé nourri. C'est incroyable. Gratuit pour les enfants. Dans bas de 5 ans, c'est gratuit. Sorte de tarifs? Oui. Les tarifs sont quand même assez abordables pour les gens, ça a l'air hors province. J'ai regardé, c'est autour de 100$. C'est
quand même acceptable. Là, je peux comprendre que c'est plus cher pour les gens hors province en raison qu'il y a une portion qui est financée. Mm-hmm. Et je pourrais imaginer que les hors province doivent se faire rembourser leurs dépenses probablement par... J'ai pas été dans cette analyse. J'aurais tendance à probablement, penser. oui. J'ai regardé les statistiques, c'est quand même assez impressionnant. Là, 43 000 personnes en 30 ans, oui. Qui ont séjourné là. Oui. C'est quand même... Greffé, parents, amis, oui. Et ça vient d'où ce désir de s'impliquer? Parce que il y a des gens qui ont des maladies graves, j'en connais, une fois que c'est terminé, ils veulent plus en entendre parler. Là, puis il y en a d'autres qui veulent s'impliquer. Puis ça m'intrigue toujours de savoir c'est quoi le déclic. Là. Je suis très près ici à Québec on a d'ailleurs notre propre fondation, là, c'est ma minute publicitaire, mais on a une fondation qu'on a créée à Québec qui s'appelle la Fondation Digestive. Et notre directrice générale, Sarah-Lyne Beaulieu, c'est une jeune femme qui a eu le cancer du rectum à 25 ans. Yep. Et elle était malade, là, tu sais, puis c'est instantanément, elle a dit, moi, quand je guéris de cette maladie-là, puis je vais m'impliquer pour la cause du cancer colorectal, enlever la stigmatisation. Mais pour une personne comme ça, il y en a plusieurs qui font juste fermer le tiroir. Mm-hmm. Je sais pas si tu vois ma question un peu. Ouais. Ça vient d'où, ce... Ben, je l'ai dit tantôt, je suis toujours intense dans tout ce que je fais. Puis, comment ça a commencé, en fait? Dès que je me suis greffé, je me suis dit qu'il fallait que je redonne. Okay. J'ai eu un cadeau de société, un cadeau d'humanisme incroyable. Dans les premiers jours? Oui, okay. Moi, c'était clair. Puis, je voulais aussi me dépasser. C'est pour ça, l'ascension de Mont Richardson et tout ça. Puis, par la suite, j'ai commencé à faire des petites courses locales. Il y a une superbe course qui est la course unie pour la cause à Waterville, qui ramasse des fonds, en fait, pour des gens dans le besoin dans la région. J'ai commencé par ça, faire une petite course d'un 7 km. Puis, j'ai tellement trouvé l'ambiance incroyable. Puis après ça, j'ai fait d'autres événements, des demi-marathons et tout ça, mais on dirait que c'est pas la même ambiance, c'est plus une ambiance de performance. Puis là, je retourne, mettons, j'ai fait le 48 heures Make-A-Wish, qui était 48 heures à vélo sur le circuit Icor à Mirabel, puis j'ai adoré le fait de faire ça pour pouvoir lever des fonds. Je trouve ça absolument fantastique. C'est valorisant. Oui, puis c'est après le défi 48 heures, en fait, que j'ai appris l'existence du défi de la maison de greffé. Okay. Je ne connaissais pas. Okay. Puis ils m'ont demandé d'être co-porte-parole dès la première année que je me suis inscrit. J'avais levé une belle équipe qu'on voit ici à l'écran. Okay. Puis il en manque un d'ailleurs. Okay. Mais l'organisation est vraiment incroyable. Puis tu sais, c'est juste plaisant de faire ces activités-là. On peut en parler plus en détail de c'est quoi ce défi. Ben, on peut en parler, là. Donc, le nom exact, c'est le défi vélo. De la maison des greffés. De la maison des greffés. Exact. Puis c'est sur 2 jours ou sur 1 jour, là, j'ai fait mes lectures. Ouais. Donc, depuis la dernière année, on met ça sur la possibilité que ce soit sur 1 jour. Okay. En fait, originalement, c'est de Belleuil à Lévis, en 2 jours, donc 300 km, 150 km par jour. À Victo. Oui, exact. C'est la première année que c'était Victo, avant ça, c'était Nicolas. Ils ont changé le trajet. Donc, tu sais, il avait fait le 48 heures Make-A-Wish, puis tu sais, on dort dans des tentes et tout ça, puis tu sais, c'est tout le temps à la même place, on tourne en rond de certains sens. Là. Oui. Puis j'ai adoré, là, je veux pas diminuer ça, j'ai vraiment adoré, puis c'est vraiment important comme cause. Mais après ça, j'ai fait le défi de la maison des greffés, tu sais, on roule, on fait c'est beaucoup plus accessible que j'aurais pensé. Dans ma tête, tu sais, c'était un défi, ça aurait été vraiment, j'allais avoir beaucoup de difficultés, je me suis entraîné fort, puis ça s'est très bien fait. Mais c'est 150 km par jour. C'est ça, mais c'est sur un 8 heures, on arrête aux 1h30, il y a des collations, je veux dire, on traîne rien. On engraisse finalement. Tu sais, on est traité comme des rois, vraiment. Après ça, on dort dans un hôtel. On est vraiment très confortable. Puis un autre souper après ça quand on arrive. Puis il y a des gens qui s'arrangent de toutes les façons. Tu sais, nous, on partait de Belleuil, mais il y a un autobus Limocar qui nous rapporte après ça à Belleuil le samedi soir. Il y a des gens, mettons, de Québec. Donc les inscriptions sont ouvertes. Là. Moi aussi, je fais ma minute publicitaire. Non, mais on est là pour ça. Donc, je mettrai tous les liens là, sur les notes de balado pour s'inscrire. J'ai pas les tarifs exacts en tête, mais j'ai en tête autour de 900 $. Ouais, 900, pour le 2 jours, puis peut-être autour de 600 pour une journée. Là, mais dans ce coin-là, dans le fond, il y a la possibilité de faire juste la deuxième journée si on veut, partir de Victo puis faire ça. Ce que je voulais dire, c'est qu'il y a des gens qui partent de Québec, qui eux vont se prendre un Limocar, mettons, pour décoller le vendredi matin. Oui, c'est le fond à l'envers. Oui, c'est extrêmement Belleuil, avec quand ils arrivent, ils sont déjà à Québec, Lévis, dans la région. Hein. Puis il y a combien de participants? Mais ça, c'est ça. La COVID a été très difficile sur le défi vélo. On s'entend des greffés, il y a des gens qui sont proches des greffés, ils ne veulent pas nécessairement se rassembler en temps de COVID. Là. Exactement. Il y avait, historiquement, c'est la 19e édition cette année, puis il y avait au-dessus de 150 rouleurs avant. OK, quand même. C'était des gros pelotons. Puis l'année dernière, je pense qu'on était 60. OK.
L'année d'avant, on était peut-être une cinquantaine, je pense, puis j'étais pas là, mais ça a pris une bonne débarque. Là. Ils ont essayé de mettre ça virtuel sur Zwift. Ça a fonctionné un peu, mais là, on travaille vraiment à ramener ça à notre 156. OK. Puis on compte bien l'atteindre. OK. Ben oui, c'est certain que c'est faisable. J'aimerais ça entendre parler du monsieur qu'on voit à l'écran dans le moment avec un dossard vert, parce que lui aussi a une histoire extraordinaire. Donc, Oui, absolument. Patrice Dionne, porte-parole et fondateur du défi vélo avec M. Serge Trépanier. Donc, Patrice, c'est premier greffé hépatique et cœur en double, en fond, en même temps, au Québec. Ça fait de ça près de 25 ans. Puis lui, avec Serge Trépanier, dans le fond, quand il était à la maison, l'INACE, eux, ils discutaient directement avec l'INACE. Puis ils ont promis que s'il allait se remettre de ça, ben, il allait ramasser de l'argent dans les prochaines années. Il allait créer un défi, quelque chose pour ramasser de l'argent. Donc, c'est Patrice qui, pour la 18e édition, il tenait sa parole, qui a ramassé plus d'1 million de dollars. Là. Puis la dame qui est entre vous deux, finalement, c'est la fille de Mme C. Exact, Michel Nasselin. Qui administre ou qui... Exact, qui dirige la maison. La maison, oui. OK, quand même. C'est toute une... Les gens pourront aller voir le site, là, donc ça se trouve facilement là, sur... Oui, Maison des greffés, site internet, sinon on est sur Facebook, Instagram, LinkedIn, partout. Puis l'inscription. Il y a quand même d'autres levées de fonds, il y a d'autres activités de financement. Là. Mais je comprends que le défi vélo, c'est peut-être l'activité principale. Exact. Vous vendez des paniers. Puis, des paniers découvertes de région. On peut faire des dons aussi. Exact. Directement sur le site. C'est extraordinaire. Donc, ça présente bien l'activité. Donc, on va faire la publicité pour ça. Les inscriptions ouvrent quand? Sont ouvertes actuellement. Sont ouvertes? On va faire le gros lancement officiel de marketing en janvier-février. OK. Donc, il y a plein de belles annonces qui s'en viennent, des nouveautés encore cette année. Donc, je vous invite à nous suivre sur tous les réseaux possibles. On va faire toute la pub qu'il faut pour ça. Super. Donc, écoute, Marc-André, merci beaucoup. Donc, ça présente bien, je pense, ton histoire. C'est vraiment touchant, puis de voir à quel point on peut se remettre d'une maladie comme ça. Puis c'est spectaculaire. Écoute, il y a une petite section baguette magique dans l'entrevue, donc c'est toujours intéressant. Toi qui as été vraiment là, très malade, donc très jeune, là, puis tu regardes un peu ce qui se passe dans le réseau, j'imagine que ça doit t'amener à réfléchir à des choses que tu aimerais changer dans le réseau de la santé, ou oui. Si je te donnais une petite baguette magique aujourd'hui, là. Alimentation, nutrition. OK. C'est ce que je changerais dans le réseau de la santé. OK. Puis, tu sais que, moi, quand j'ai été greffé, après ça, tu veux pas, il y a une nutritionniste qui vient nous voir. Puis, je trouvais que ça faisait très, tu sais, le guide alimentaire canadien, il a beaucoup changé en 2019. Ouais. Puis ça faisait très pré-2019, parce que sa discussion. Elle me dit, faut que tu prennes beaucoup de fer pour te remettre de ça. Puis elle m'a remis un dépliant du bœuf du Québec, avec des facts sur... Puis la viande rouge n'est pas très bonne, c'est ça que tu vas me dire. Puis, ben, tu sais, il y a des gras trans, tu sais. Puis après ça, puis aussi, ça prend du calcium et tout ça. Un dépliant du lait du Québec. Tu sais, je veux pas, tu sais, c'est juste que je veux pas mettre à d'autres les agriculteurs et les cultivateurs. Hein. C'est important ce qu'ils font, puis je dis pas de pas consommer ça non plus. Mais est-ce que, tu sais, l'importance de l'implication des lobbies dans tout ça, c'est absolument incroyable. Qui ont fait un guide alimentaire qui était les 2 des 4 guides des 4 groupes alimentaires canadiens. C'est absolument incroyable de voir l'implication qu'il y avait. T'sais. Puis c'est encore très présent. Puis je pense qu'il y a des alternatives. Il faut laisser parler les chiffres puis vraiment regarder c'est quoi qui est optimal au niveau de la société. Il y a personne qui va faire de la promotion pour les carottes ou les betteraves ou les légumineuses, n'importe. Mais ça remonte à loin, là, parce que moi, je suis un grand consommateur de balado, là. Puis des formations professionnelles, on pourrait dire, mais j'en ai écouté un cette semaine sur des aliments transformés. Oui. D'où ça vient, ça, les aliments transformés? Parce que processed en anglais, ça date des années, des années 80. Les compagnies de cigarettes voulaient diversifier leur marché ou leur business, entre guillemets, parce que là, les lobbies anti-tabac gagnaient en puissance. Puis les compagnies, les cigarettiers se sont mis à acheter des compagnies alimentaires. Puis le concept là, de faire, mettons qu'on dirait, il y a les aliments salés, sucrés et gras. Là. Ouais. Le concept de faire des binaires là, sucré gras ou salé gras ou tout ça, là, ça vient des cigarettiers, ça. Oh. Fait que le concept de créer une dépendance, c'était les mêmes penseurs là, qui avaient créé la dépendance à la cigarette. Ma compréhension que j'en ai, qui ont transformé ça dans l'alimentation. Mais quand tu parles de l'alimentation, moi, je pense qu'il faudrait probablement être beaucoup plus radical qu'on l'est, là, mais quand tu lis, écoute, je suis le premier, moi je ne lis pas, mais quand on lit les ingrédients des choses qu'on mange, il y a 90% des ingrédients qu'on ne comprend pas c'est quoi. Je ne sais pas si tu seras d'accord, oui. Mais pourtant, on le mange pareil.
Ben, moi, ça, c'est pas là pour rien, ça. Ouais, mais moi, actuellement, non. Ça a été ça, ça. en fait, on en a parlé un peu, mais suite à ma greffe, mais, j'ai lu les ingrédients, puis je m'informe beaucoup là-dessus aussi. Ouais. Puis tout ce qui est non transformé. Mais c'est difficile, bien s'alimenter. Dirais-tu que c'est difficile de bien s'alimenter au Québec en 2024? Non. Non? OK. Je dirais pas ça. OK, bon, parfait. Puis ça coûte cher. Je t'écoute. Ouais. faut s'éduquer, justement. OK. Puis tu sais, mettons, c'est Au quotidien, mettons, là, tu vas à l'épicerie normale ou tu vas... Ouais, puis sinon, j'ai la chance, mettons, je consomme quand même des viandes, mettons des viandes de chasse qui vont être beaucoup moins grasses que de l'élevage. OK. Après ça, c'est sûr, de toujours regarder, c'est de lire les ingrédients. C'est niaiseux, mais mettons, on va prendre un lait d'avoine pour faire un café latte. Là. Mais on va regarder, il y en a que ça va être eau, puis huile végétale, ou huile de canola. Puis après ça, une trolley d'ingrédients qu'on connaît pas. Exactement ce que puis l'autre, c'est eau, avoine. Ben, c'est de faire le choix pour eau, avoine. Okay. En un ou deux ingrédients, tout ce qui est non transformé. Dans le fond, c'est de faire l'effort de lire l'étiquette une fois, puis après, on a choisi notre produit. Exact. Ben, puis il y en a tellement de produits à ce temps. Mais ce changement-là, le sentiment que j'aurais, c'est que les aliments non transformés, lorsqu'on n'en a jamais consommé, ça goûte moins. Ou est-ce que, c'est un petit peu ça le problème. Il y a de l'adaptation, là? mais les goûts évoluent tout le temps. Ouais. Puis juste à la longue, on mange moins salé, moins gras. Puis après, moi aujourd'hui, manger une poutine, je suis incapable. J'ai même pas le goût, en fait. Là, OK. C'est gras, c'est salé, je le sais. Puis j'ai plus le goût de ça. Le goût évolue. OK. Nécessairement. OK. Ben, c'est une dépendance. C'est comme un fumeur qui a arrêté de fumer. Le goût de la cigarette passe. Mm-hmm. Puis c'est drôle parce que j'ai été hospitalisé 1 an post-greffe pour la COVID. Oui. Donc, oui. Ça, c'est un peu déplaisant. Ça. Ouais, je me suis ramassé sur un intensif. J'ai pas été capable de m'alimenter. OK, quand même. Ouais. OK. Non, j'ai plein de péripéties. Puis j'avais pas été capable de m'alimenter pendant 2 jours. Fait que quand je suis arrivé, nécessairement, j'avais des problèmes de glycémie. Fait que ils ont commencé à donner de l'insuline et tout ça. Mais je trouvais ça absolument incroyable. À tous les repas, j'avais un ginger ale dans mon plateau. OK. Matin, midi, soir. Puis j'en faisais des blagues, j'envoyais ça à mes amis. J'étais rendu, je me faisais un petit tour, je m'étais fait un sapin de ginger ale. Puis je les ai ramenés, j'ai tout ramené dans un sac pour les donner à mes amis. Hey, regardez, c'est de la nourriture d'hôpital. OK. Puis après ça, je me souviens plus, il y avait une émission qui était sortie, je sais pas si l'épicerie ou quelque chose de même. Il avait interviewé justement au CUSUM les personnes qui s'occupent des repas là-bas. Puis il avait dit, on n'a pas le choix, d'un certain sens, ça j'abonde dans ce sens-là. Une question d'argent, j'imagine. Pas nécessairement, mais on veut que les gens mangent. Justement, on dit, on n'est pas habitué à ce qui n'est pas gras, ce qui n'est pas salé. Si on va donner juste une salade de pois chiches à quelqu'un, mais il ne mangera pas, il ne sera pas capable. Ouais. Puis le but, c'est que les gens mangent, qu'ils se renforcent. Ben, peut-être qu'effectivement, quand tu prends quelqu'un qui est très malade, c'est peut-être pas le temps, en plus, d'essayer de changer son alimentation. Exact. Écoute, ça paraît stupide, là, mais parfois, on a des patients alcooliques là, qui rentrent à l'hôpital. Mm-hmm. Puis là, ils arrêtent de boire. Nous, ça complique énormément les affaires, là, parce que les patients font ce qu'on appelle des délirium tremens. Shake en barque. Non, mais ils deviennent confus, psychotiques, agités. Puis on est obligé de donner des médicaments pour combattre ça, donc ils ont des effets secondaires. Alors, puis on sait pertinemment que le ou la patiente, en sortant de l'hôpital, va recommencer à consommer de l'alcool. Des fois, je me dis, on serait peut-être mieux de leur en donner un peu, comme une médication, dans le fond, atténuer les symptômes de sevrage. Mais la plupart du temps, on le sait, là, le gars rentre ou la dame, mettons, on prenait un 26 onces par jour, tu tombes à 0. Le lendemain, je veux dire, c'est comme... ça va pas bien, là, tu sais. Ça devient dangereux, même pour eux, là. Donc, ça rejoint un peu ce que tu disais, là. Oui, mais tu sais, pour reprendre les propos de Pierre Lavoie, il disait qu'il y aurait le ministère de la Santé, mais ça serait plus le ministère de la Maladie, ça prendrait le ministère de la Santé aussi. Non, mais l'alimentation, je suis 100% d'accord, mais il faudrait prendre ça comme... à l'école primaire. Puis d'autres choses, puis il faudra avoir le courage de prendre des décisions politiques qui vont avec ça. Parce que c'est sûr que s'il y a une chaîne de consommation rapide à 300 mètres d'une école, à côté d'une SQDC, pour dire quelque chose, moins bon un peu. Exact. Et bref, ce sera pour une deuxième entrevue. Oui, c'est bon. Une rencontre de rêve, disons... J'ai-tu droit à 2? 2, 3, 4. Super. Sur le pan québécois, Pierre Lavoie. OK. Vraiment. Ah, ben, tu vois, ça, je pourrais t'arranger ça. Ben écoute, c'est pas pour rien que je dis ce nom-là. C'est comme Claire Lamarche, là. Ah, il est là. Ben là, pas aujourd'hui, mais écoute. Non, c'est vraiment absolument une idole, c'est une icône. Puis, je pense qu'on a un parcours qui se ressemble nécessairement un petit peu, bref, dans certains aspects. Oui, puis j'aspire à ça aussi. Puis tu sais, tout son livre, il faut que ça bouge et tout ça. D'avoir, il parlait de tous les différents groupes d'activités, mais je veux pas, ça me jette dans ma tête. Puis est-ce qu'on pourrait faire un défi sur l'année qui aurait justement ces 4 groupes d'activités-là? On aurait du ski de fond l'hiver, on aurait de la nage l'été, on aurait du vélo l'automne, puis de la course au printemps. Faire de quoi sur l'année au complet de même pour justement faire plusieurs sphères d'activité physique.
bref, c'est plein d'idées que j'ai. Puis un jour, j'aimerais ça me rendre là. OK. Comme je disais, là, j'ai mes enfants. C'est ma priorité, mais j'essaie de me garder en forme le plus possible. Puis, Les enfants vont vieillir puis, assez rapidement, puis les impliquer. Mm-hmm. Dès l'adolescence, Ouais. ils peuvent s'impliquer en philanthropie ou... Ouais. On parlait de chaîne de vie tout à l'heure. Là, ça, c'est des activités qui sont dédiées aux enfants, là, donc, Ouais. aux adolescents plutôt. Oui, mais c'est ça, je vais y aller. En ce moment, ça, je suis plus participant. Je fais Christian Vachon à Magog. J'en fais plein comme ça. Mais ultimement, je vais m'impliquer plus. Alors ça, c'était la première. Oui. La deuxième. La deuxième, je suis beaucoup dans le développement personnel. Je dirais Anthony Robbins, qui vient plus des États-Unis, un gourou de justement, le développement personnel. Là. Je pense que le plus grand investissement qu'on peut faire dans notre vie, c'est sur soi-même. Donc, ça serait de parler à ce grand homme-là. OK. Ouais. Ça va être plus difficile. Écoute, je peux faire des demandes. Marc-André, ça a été hyper agréable. Donc, une belle rencontre. Merci. Puis, je laisserai toutes les notes concernant la maison Linacir, concernant le défi vélo de la maison des greffés. C'est excellent. Le terme de l'activité. Oui. On va vous souhaiter là, d'avoir 150 participants donc, à votre activité. Les dates, j'ai en tête 12 juillet 2025, la date exacte. Oui. Peut-être 11, 12, 12, 13 dans ce coin-là. C'est ça, exactement. Ça va être le vendredi et le samedi. D'habitude, il fait beau. Oui, il fait toujours beau. C'est le bon moment d'aller faire du vélo. Exact. Merci beaucoup. Merci. Voilà ce qui complète le balado de cette semaine. Merci d'avoir été à l'écoute et le Dr Jean-Pierre Gagné vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un autre épisode, La santé au-delà des mots.